Donc, aujourd'hui, on va parler de gestion de la santé-sécurité, on va parler de prévention. Et s'il y a une affaire qu'on a entendue dans les dernières années, dans notre vie, dans notre carrière, c'est que faire de la prévention, ça élimine les accidents de travail. On a déjà entendu ça. Ça peut être complètement vrai et ça peut être complètement faux. Et comment ça peut être complètement faux? C'est si on fait de la mauvaise prévention. Et on va regarder aujourd'hui, c'est quoi la différence entre faire de la bonne prévention et faire de la mauvaise prévention, parce qu'il y a un monde de différence entre les deux. Et on va parler de, c'est quoi faire de la santé-sécurité, de la gestion de la santé-sécurité dans un mode 20 d'effort pour 80 de résultats. Techniquement, si vous m'avez déjà entendu, lu ou peu importe, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui a la réponse à cette question-là. C'est quoi faire de la santé-sécurité? Benoît, tu n'as pas le droit. Ça fait pas assez longtemps qu'on s'est parlé. Donc, c'est quoi faire de la santé-sécurité en 2-3 mots, monsieur, ici avec le sac à dos rouge en avant? Oui, c'est quoi la santé-sécurité en 2-3 mots? Faire de la prévention. Mademoiselle, juste en arrière. C'est quoi faire de la santé-sécurité? Apprendre de nos erreurs. Monsieur ici, la chemise bleue? La réaction aux événements? Quelqu'un d'autre? Ah, félicitations! On va revenir sur cette notion-là. Maintenant, si je vous demandais, dans votre organisation, c'est quoi votre stratégie pour arriver à gérer des risques? Mademoiselle? Convaincre les gens. Monsieur ici? L'expérience? Ici, monsieur avec le cocard de la chemise noire? La stratégie de votre organisation pour gérer la santé et la sécurité? Éteindre des feux. Qui d'autre, c'est ça? Prioriser. Et je suis sûr, par contre, qu'on va s'entendre, c'est la dernière question. De quel pourcentage de vos employés vous êtes imputable en matière de santé et sécurité et à partir de quand? Y a-t-il quelqu'un qui a une réponse qui n'est pas 100 Parce que là, je vais vous demander qui vous n'êtes pas obligé de protéger. Donc, on s'entend pas mal tout à 100 puis à partir de quand? À l'embauche, jour 1, première seconde, première minute, que quelqu'un qui arrive chez vous, aujourd'hui, vous en embauchez un, il chute dans votre stationnement en débarquant de sa voiture, se déchire les ligaments, qui va être imputé de son accident de travail, même si vous n'y avez jamais adressé la parole? L'organisation. Donc, on va garder cette pancarte-là pas loin. On veut protéger 100 des gens immédiatement. Dans le langage de nos entreprises, on va traduire ça par avoir zéro accident. C'est pas mal un synonyme qu'on pourrait y aller. Donc, je ne vous ai pas posé ces questions-là par hasard. On va utiliser ça, on va utiliser ces réponses-là. Et ceux qui m'ont déjà entendu, et la phrase que je répète le plus dans une année, dans mes livres, dans mes formations, dans mes conférences, dans mes posts sur LinkedIn, c'est que la santé, sécurité, c'est de la gestion de risque, de la gestion des dangers. Et peu importe c'est quoi le type de business que vous êtes dedans, du ferroviaire, du pétrochimique, de l'épuration de métaux précieux, de la fabrication de papier, énergie ou autre, la seule chose qui va changer, c'est la nature des risques qu'on a à gérer dans notre organisation. Il y en a qui vont avoir des risques de maux d'eau, des risques biomédicaux, des risques de chute, des risques d'échafaudage qui vont s'écrouler, des risques de travail en hauteur, des risques d'espace clos, des risques de coupure, des risques de brûlure, des risques reliés au transport, les accidents. Et un accident de travail, c'est quoi? C'est un risque qui n'a pas été géré adéquatement et qui a fini par blesser quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est que les principes de gestion, eux autres, qu'on soit au Québec, en Ontario, aux États-Unis, sur la planète Mars, en fait, je n'y ai jamais été, mais je suppose que c'est les mêmes principes. Faire de la gestion, ça va toujours être de la gestion. Ceux qui ont une petite base dans la gestion, on dit planifier, organiser, diriger, contrôler. C'est ce qu'on a à faire avec nos risques. Maintenant, on doit garder en tête absolument qu'on doit protéger 100 de notre monde immédiatement. Et ça amène à une autre question. D'après vous, madame, avec le gilet Bourgogne, ça nous laisse combien de marge d'erreur pour se tromper, ça, protéger 100 des gens immédiatement? Zéro comme dans zéro. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, pas de deuxième chance, c'est terminé. L'échafaudage s'est écroulé, 2 travailleurs sont décédés, c'est terminé. Les gens sont morts, ils ne reviendront plus, l'organisation va être imputée, les poursuites vont arriver, un événement plus mineur, votre travailleur s'en va à la maison, vous payez pour, les cotisations augmentent, bref.
Il y a à peu près 100 000 accidents de travail dans la province par année et on pourrait remonter 40 ans en arrière. Il y a eu combien d'accidents qui ont été imputés à un travailleur? Zéro. Dans 100 des cas, ça a toujours été l'organisation qui a dû protéger ses employés. Ça nous amène à conclure qu'on a zéro marge de manœuvre pour se tromper. Pourquoi que je vous ai posé la question, c'est quoi la stratégie de votre organisation pour arriver à gérer des risques? D'après vous autres, qu'est-ce qui arriverait dans une organisation qui n'a pas de stratégie pour arriver à gérer la santé et la sécurité? Mademoiselle, ici, avec les lunettes. Il va y avoir une perte de contrôle. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Monsieur avec la chemise, je la vois carottée, blanche-grise. Des accidents. En fait, souvent, je vais résumer ça à quelque chose d'autre, bien simple. Si je n'ai pas de stratégie, c'est pas mal certain. Voyez-vous ce tableau-là, s'il est en arrière ici? Oui. Si je n'ai pas de stratégie, il y a une chose que je suis en train de faire, de l'improvisation. Et de l'improvisation, c'est basé sur deux choses, la chance puis le hasard. Et c'est sûr que plus je laisse de la place à la chance puis au hasard, moins que je vais être certain de protéger 100 des gens immédiatement. Ça fait du sens? Et d'après vous autres, dans une même organisation, on devrait avoir combien de stratégies différentes pour arriver à gérer les risques? Benoît? Il n'y en a qu'une. Puis faite pour être appliquée combien de façons différentes? Il n'y en a qu'une. Par combien de pourcents du monde? 100 à partir de quand? Immédiatement. Après ça, dans notre organisation, est-ce que tout le monde a les mêmes rôles et responsabilités dans le plan de match? Est-ce que le président de la compagnie a le même rôle qu'un superviseur sur le cadenassage? Pas vraiment. Est-ce qu'un directeur a les mêmes rôles qu'un employé? Pas vraiment. Et c'est ça qu'on va devoir démêler à travers tout ça. Donc, une stratégie en matière de santé et sécurité, on pourrait appeler ça, entre autres, un système de gestion des risques ou un système de gestion de la santé et sécurité. Donc, pourquoi toutes nos organisations, ou à peu près, vont toutes avoir des routes d'inspection des lieux de travail? Bien, c'est pour gérer des risques reliés à mon environnement de travail, le maintien de mes garde-corps, l'éclairage, les ouvertures de plancher, les antidérapants qui sont usés, etc. Pourquoi qu'on met des programmes pour gérer l'ergonomie? Bien, pour gérer des risques reliés aux mouvements répétitifs, soulèvement de charges lourdes, etc., etc. Pourquoi qu'on met des programmes de gestion d'entrepreneurs? Bien, c'est pour gérer des risques de gens qui ne sont pas familiers avec mes installations, mes machines, mes procédures, qui peuvent se mettre en danger chez nous puis mettre mon monde en danger. Puis pourquoi qu'on met des programmes de cadenassage, d'après vous autres? Pour gérer des risques? Là, dites-moi pas qu'il y a toute une foule de santé et sécurité n'a pas cette réponse-là. Des risques de quoi? D'énergie dangereuse. Donc, on gère des risques d'énergie dangereuse avec un programme de cadenassage, puis les espaces clos, gérer des risques de rentrer dans un trou avec des gaz toxiques, etc., etc. Maintenant, monsieur ici, tu travailles dans quelle compagnie? Gros Robert aussi. Sur vos sites, vous avez combien d'employés? En fait, tu n'es pas dans un milieu industriel, tu es dans le transport. Qui est dans un milieu industriel ici? C'est parce que ma question, elle ne s'appliquera pas super bien à toi. Qui fabrique de quoi avec des machines, là? Vous n'êtes pas gêné à ce moment-là. Ah, merci. Ben oui, Transcontinental, l'impression. Donc, France, sur le site chez vous, il y a combien d'employés? 150. Il y a combien de programmes de cadenassage différents chez vous? Fait pour être appliqué de combien de façons différentes? Il est fait pour être appliqué de combien de façons différentes, votre programme? Une façon, hein? Si, admettons, j'avais 150 travailleurs sur un site, puis qu'on n'avait pas écrit de programme de cadenassage, puis qu'on leur disait, s'il vous plaît, les gars, quand vous allez rentrer des machines, soyez vigilants et cadenassez-vous sécuritairement. D'après toi, sur votre site, il y aurait combien de façons de se cadenasser? 150. Puis si on faisait la même chose avec les espaces clos, 150, puis le travail en hauteur, 150, puis les façons de porter les EPI, 150. Et quand on a 150 façons de faire les choses, ça s'appelle comment? L'improvisation. Déjà, on a fait un pas vers l'avant, ça va bien. Vous êtes déjà des génies de la santé et sécurité, puis on veut en avoir combien de façons différentes de faire les choses? Rien qu'une. Ça se pourrait-tu que mon programme de cadenassage, ça soit ma seule et unique stratégie autorisée pour arriver à gérer des risques d'énergie dangereuse? Puis que je veux le voir appliqué à 100 par 100 du monde immédiatement, ça se peut bien. Et souvent, je vais faire le comparable de la santé et sécurité avec une pièce de théâtre. Quand vous allez voir une pièce de théâtre, vous avez des acteurs qui ont des rôles à jouer. Si je vous posais la question, c'est quoi la différence, d'après vous autres, entre une pièce de théâtre et une ligue d'improvisation?
Mademoiselle, votre chum doit vous sortir au théâtre une fois de temps en temps? Non? Je m'excuse. Puis c'est préparé où, ça, cette affaire-là? Oui, mais c'est écrit dans un manuscrit. Il y a un manuscrit de la pièce de théâtre qui définit des rôles à des acteurs. Vous êtes d'accord avec ça? Puis en improvisation, il n'y a pas de manuscrit, tout le monde arrive sur la scène, puis il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il y a. Donc, ce qui réduit la variation, puis ce qui fait que Roméo et Juliette, qui a été écrit 300 ans, est joué de la même façon aujourd'hui, même s'il a été joué dans tous les pays de la planète Terre par 10 000 acteurs, c'est pour quelle raison que 300 ans plus tard, il est joué de la même façon? Parce qu'on a un manuscrit. Il est où le manuscrit de la pièce de théâtre en matière de santé et sécurité, d'après vous autres? Dans nos systèmes de gestion, on pourrait remonter au fondement de la loi sur la santé et sécurité, l'article 59, avoir des programmes de prévention. Qu'est-ce que ça veut dire, un programme de prévention? Ça ne veut pas dire que ça prend ça pour bêter sur des contrats. Ce que ça veut dire, c'est programmer la prévention. C'est quoi le plan de match qu'on doit faire exécuter parfaitement chez nous dès la première seconde que les gens travaillent pour nous autres? Donc, jusqu'à date, vous me suivez? Ça va bien? Maintenant, une stratégie, par définition, puis l'origine du mot stratégie, en fait, ça vient d'un mot grec qui s'appelle stratos. Donc, stratos, ce n'est pas juste le roi de la poutine, ça veut dire conduire une armée. Donc, chez vous, bien évidemment, il n'y a pas une armée, mais comme par hasard, il y a un président, puis il y a des vice-présidents, puis il y a des directeurs généraux, puis des directeurs, puis des surintendants, puis des superviseurs, puis des employés qui sont pareils comme des soldats au front qui se faisaient tirer des balles sur le bord des oreilles puis qui marchent d'un champ de mine. Mais eux autres, ils travaillent avec des machines dangereuses, ils opèrent des ponts roulants, ils travaillent avec du chimique, donc différents types de risques. Et on n'est pas une armée, mais il y a une hiérarchie, par exemple, qui doit exécuter un plan de match. Qui a une politique santé-sécurité ici, signée de la main de son président? Et si je vous posais la question, y a-t-il quelqu'un dans son organisation que dans sa hiérarchie, il y a quelqu'un qui est autorisé à ne pas faire ce que le président demande? Personne. Et pourtant, c'est écrit qu'on s'engage à respecter la loi, fournir un environnement de travail sécuritaire, définir les rôles et responsabilités des gens. Et pourtant, quand on arrive dans le concret, ce n'est pas tout à fait ce qu'on va retrouver. On va revenir là-dessus. Puis après ça, par définition, une stratégie, c'est comment on oriente des forces vers un résultat désiré. Le résultat désiré, on en a parlé, il est là, protéger 100 des gens immédiatement. Maintenant, quand on ramène ça à base, c'est quoi les deux forces communes à chacune de vos organisations pour mettre en place une stratégie pour arriver à gérer les risques? Et c'est les deux mêmes, et ça, c'est vrai partout à la grandeur de la planète Terre. Quelqu'un qui a la réponse à ça? Vous voulez essayer quelque chose? La rigueur, ça va venir plus loin. On va aller plus à la base que ça. On va résumer ça ici avec, on a de l'argent, puis on a du temps homme, des ressources humaines. Qui ici est à budget illimité en matière de santé et sécurité? Personne, hein? Ça irait plutôt bien si on avait un petit milliard récurrent à mettre sur notre site et on pourrait acheter les top équipements. La bâtisse est trop petite, on agrandit, on manque de monde, on les paye plus cher, on embauche plus, on les sort, on les forme, on achète les top équipements, tout le kit. Ça serait pas mal facile. Le problème, c'est que l'argent est limité. Puis, y a-t-il quelqu'un qui, dans son organisation, ses superviseurs font 40 heures de santé et sécurité par semaine? Que ces gars de maintenance font 40 heures de bon travail santé et sécurité par semaine? Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'argent et le temps homme, c'est limité. Les forces qu'on a pour mettre en place notre stratégie pour protéger 100 des gens immédiatement, elles sont précieuses. Et c'est là que ça va nous amener au principe de notre bon vieux Wilfredo. Donc, on le connaît habituellement de nom et de son principe, le principe 20-80, principe de Pareto. Rarement, on l'a vu en photo. Donc, Wilfredo Pareto, c'était un économiste italien qui a vécu dans le coin des années 1830. À un moment donné, il plante des petits pois dans son jardin. Il se rend compte que 20 de ses plants de petits pois donnent 80 de ses récoltes. Le flash de génie arrive à ce moment-là. Il analyse la société italienne. Il se rend compte que 20 des propriétaires ont 80 des propriétés, que quand tu as une business, 20 de tes employés génèrent 80 de tes problèmes. La même chose avec tes clients. Et qu'aussi, de façon générale, il y a toujours un 20 des efforts que tu fais dans la vie qui vont donner 80 des résultats que tu vas obtenir. Et en matière de santé et sécurité, 200 ans plus tard, je suis obligé de vous dire aussi que chez vous, il y a un 20 des risques qui sont présents qui vont générer 80 des probabilités des événements les plus graves. Et il y a aussi un 20 des efforts que vous allez faire en matière de prévention qui vont donner 80 des résultats que vous allez obtenir. Et ça, c'est drôlement important quand on sait que l'argent et le temps homme est limité.
Donc, on ne veut pas investir n'importe où. On veut que chaque minute, chaque pièce soit investie à un endroit précis, à un moment précis pour avoir le maximum de résultats. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas faire de la prévention. Ce qu'on veut, c'est avoir des résultats au bout. Donc, minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Qui ici a des posters sur les murs dans son usine de santé et sécurité, a acheté des T-shirts avec des cœurs, j'ai la sécurité à cœur, la tasse à café, j'ai la sécurité en main, le porte-clés, la clé de ma sécurité, la casquette, j'ai la sécurité en tête, je vois des sourires. Donc, j'imagine que vous avez vu à peu près ça partout, à peu près comme moi, dans toutes les organisations que je vois, on voit ça. Et si j'avais 500 travailleurs à qui j'avais tout mis une calotte sur la tête à 20 $ qui dit « j'ai la sécurité en tête », j'ai mis 10 000 $ en santé et sécurité, et d'après vous autres, ça va générer combien de résultats, ça? La semaine de clémentine, banane, faire venir des motivateurs, donner des côtes de cuir avec santé et sécurité, etc. Et ça, si je me posais la question, y a-t-il un seul endroit dans mon organisation que je pourrais utiliser mes forces, c'est-à-dire mon 10 000 $ et avoir plus de résultats que d'acheter des casquettes? D'après vous autres, y a-t-il toujours un garde-corps à installer, une formation à donner, un harnais de sécurité, des points d'ancrage, détecteurs de gaz et autres à mettre en place? La réponse, c'est tout le temps oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait de la prévention et on n'a pas de résultats. Et ce n'est pas pour rien qu'on a une constance dans la province de Québec. On n'a jamais fait autant d'efforts qu'on en fait en 2021. On a des mutuelles de prévention, des consultants, des départements de santé au travail, des tolérances zéro à CNE, des conférences, des événements, etc. Et on continue à avoir 100 000 accidents de travail par année. Donc, ce n'est pas un hasard. Et il y a des choses à ajuster dans notre stratégie. Donc, juste pour vous tester une première fois, on a dit que la santé et sécurité, c'était quoi? Soyez pas gênés. Gestion de risque. Merci, Anne. Donc, la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Faire de la gestion, on a dit, c'est planifier, organiser, diriger, contrôler un groupe de monde de santé et sécurité. Je ne vous demanderai pas si vous avez déjà eu de la formation en diligence raisonnable. Je me doute pas mal que Marilyn du centre patronal ou quelqu'un d'autre a été vous voir et qu'elle vous a dit, vous avez 3 devoirs comme gestionnaire, comme organisation, être prévoyant, être efficace, puis être autoritaire. Et c'est pas mal des synonymes de planifier, organiser, diriger puis contrôler. Donc, ce que ça veut dire, si je veux atteindre ma diligence raisonnable, si je veux faire preuve de diligence, puis si je veux avoir une saine gestion des risques puis amener mon organisation à performer, il n'y a pas 2 stratégies différentes à avoir. C'est exactement le même chemin. Donc, on a dit la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque et on a 3 devoirs à assurer. Le premier, c'est être prévoyant. Être prévoyant, ça veut dire quoi par définition? C'est est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui peut arriver chez nous? Donc, si la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, je ne peux pas gérer ce que je ne connais pas dans la vie. Qu'est-ce que je devrais connaître? Les risques et les dangers qui sont présents chez nous. Vous êtes d'accord avec ça? Dans la vie, on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc, il n'y a aucune organisation sur la planète Terre qui peut gérer de la santé et sécurité de manière planifiée si elle ne connaît pas les risques qu'elle a à gérer. Donc, ça nous amène à un exercice que toutes les organisations, sans exception, devraient faire, un inventaire des risques. À quoi ça sert de faire un inventaire des risques? Ça sert à savoir c'est quoi qu'on a en avant de nous autres, c'est quoi qu'on a à gérer. Donc, on va regarder ces postes de travail qui sont présents chez nous. Donc, on va avoir des opérateurs, des gars de maintenance, des gens en logistique ou peu importe quoi. Et bien, ces gens-là, ils vont avoir différentes tâches sur leur poste de travail à exécuter. Et sur chacune des tâches qu'ils vont exécuter, ils sont exposés à des risques. Ça veut dire le gars qui va mettre des magazines dans des boîtes chez France, il y a des risques de maux de dos, il opère des presses, il y a des risques de coincement, peut-être qu'il faut qu'il débloque des équipements, des risques d'énergie dangereuse, soulever des charges avec un hoist, un pont roulant, etc. Donc, différentes tâches qui vont amener différents types de risques. Et d'après vous autres, est-ce qu'on va traiter tous les risques sur le même pied d'égalité? Mademoiselle? Non? Bien évidemment. Et pour quelle raison? Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc, en santé et sécurité, souvent, on essaye de tout régler. C'est-tu vraiment une bonne idée d'essayer de tout régler quand on sait que les forces sont limitées? Et est-ce qu'on devrait définir des priorités d'action? Ça va pas mal changer la game. Et c'est sûr que si je suis en train de prévenir un risque d'écharpe dans le doigt, avant de prévenir l'amputation d'un bras, je suis en train de faire de la prévention. Est-ce que je suis en train de faire de la bonne prévention? Pas tout à fait. Ce n'est pas exactement l'endroit que je veux aller. Donc, une fois que je connais mes risques,
il va falloir que je sache c'est quoi le numéro 1, puis c'est quoi le dernier en bas de la liste. Et si je fais l'inventaire de tous les postes de travail, de tous les tâches, de tous les risques, peut-être que je vais en trouver ou je vais en inventorier 1000 sur mon site. Et il y a une chose qui est sûre, il y a le risque numéro 1 et il y a le dernier, le millième, en bas de la liste. Maintenant, il faut être capable de définir dans quel ordre on va les traiter. Dans quel ordre on va les traiter? On va définir ça avec une petite matrice de calcul de risque. Il y en a peut-être 200 qui existent sur la planète Terre. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Mais l'idée, c'est de dire, ça nous prend une formule, une façon d'arriver à quantifier nos risques, de mettre une cote qu'on appelle un indice de risque sur les risques qui sont présents chez nous. Grand classique, gravité, probabilité, fréquence. Ça veut dire quoi? Mon employé, pendant qu'il fait cette tâche-là, si ce risque-là arrive, c'est-tu un risque d'écharpe dans le doigt, d'un point de suture, d'y couper le doigt, d'y couper la main, d'y couper le bras, ou c'est littéralement la mort qui l'attend? On mettrait, mettons, une échelle de 1 à 5 là-dessus. 5, c'est la mort, 1, l'écharpe dans le doigt. Après ça, en probabilité, si mon employé fait ce job-là, y a-t-il une chance sur 1 million que ça se produise, une chance sur 1000, une chance sur 100, une chance sur 10? Ou s'il fait ce job-là, on est à peu près sûr à 100 de le blesser. Puis après ça, en fréquence d'exécution, c'est-tu un employé qui va faire ça une fois par année, comme aller nettoyer des docks de ventilation sur le toit, ou ça va être 40 employés qui travaillent sur une ligne d'opération qui vont faire 20 fois la même tâche à l'heure, 365 jours par année, 24/7. Je multiplie tout ça ensemble. Si tous mes facteurs étaient de 1 à 5 pour faire quelque chose de simple aujourd'hui, mon top d'échelle, 125, le dernier en bas, 1. 1 fois 1 fois 1 représenterait à très faible fréquence, très faible probabilité de mettre une poussière dans l'œil à quelqu'un. Mon top d'échelle, je peux tuer des gens à probabilité élevée, à fréquence élevée. Par où on va commencer à travailler? Le top de l'échelle. Si je fais l'inventaire de tous les risques qui sont présents chez nous, qu'est-ce que je vais trouver? C'est quoi tous les risques qui sont présents chez nous? Mais je vais aussi pouvoir tirer un trait et dire, voici les 20 des risques les plus importants de mon organisation et voici à quel endroit je vais mettre de l'argent et du temps homme en priorité. Ça fait du sens encore? Good? Donc, il y en a, bien, écoute, il y en a dessus. Tout le monde ici a déjà siégé sur un comité de santé et sécurité? Oui. Donc, ça vous est-tu déjà arrivé en comité de santé et sécurité de recevoir des demandes du genre la chaise de M. Chose n'est pas confortable, j'ai de l'air climatisé dans le cou, les casiers sont sales, la main levée, quelque chose dans ce genre-là? OK. Donc, quand on n'a pas ces réponses-là sur ce qu'il y a de plus important, il faut garder en tête qu'en santé et sécurité, tout est louable, mais tout n'est pas stratégique. Si je travaille sur l'écharpe dans le doigt avant l'amputation du bras, bien, je ne suis pas en train de gérer stratégiquement de la santé et sécurité dans une optique d'avoir des résultats. C'est très, très louable d'avoir des casiers propres et que la chaise à M. Chose est confortable. Mais si je mets mon argent puis mon temps homme là, pendant que mon programme ArcFlash n'est pas implanté, que je n'ai pas de point d'ancrage, que je n'ai pas formé mon monde sur le travail en hauteur, est-ce que je suis en train d'investir mes ressources stratégiquement? Malheureusement pas. Par contre, je fais de la santé et sécurité, puis je peux en faire full d'affaires de même, puis dire, hey, on fait tellement de santé et sécurité qu'on n'a même pas le temps de faire notre job, puis on est débordé, et on est dans un mode 80 d'efforts pour 20 de résultats. Et en plus, on n'a pas de réponse à donner à nos gens sur pourquoi on n'est pas en train de traiter ton élément là, pourquoi on va le traiter dans 6 mois, pourquoi on va le traiter dans 3 mois, pourquoi on ne le traitera pas, parce qu'on a d'autres enjeux qui sont plus prioritaires, qui jouent avec la vie de tes collègues. Donc, si on n'a pas ça, pas de réponse à donner à nos gens. La phrase qui est en bas, là, est pas mal importante. Transformer des perceptions en faits. À quoi ça sert de faire un inventaire des risques et de coter nos risques avec une méthode qu'on a définie? Transformer des perceptions en faits. D'après vous, madame, pour quelle raison on veut transformer des perceptions en faits en matière de santé et sécurité? Pour avoir les bonnes informations. On n'est pas loin, pantoute, de ce que je cherchais. On a dit que la santé et sécurité, c'était quoi? Ah, de la gestion des risques. D'après vous autres, des perceptions, ça se gère-tu? C'est dangereux, c'est relatif à tout le monde. Ça dépend de ton background. Si tu fais de l'escalade, pas de corde la fin de semaine, si tu es formé en santé et sécurité, si tu as un rush de prod, ça peut influencer ta perception. Donc, les perceptions, c'est dangereux, c'est tout croche, ça n'a pas d'allure, ça ne devrait pas être de même, ça a toujours été de même, ça fait 10 000 fois qu'on en parle, etc. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Les perceptions, il faut les transformer en faits. On prend les situations qui existent chez nous, qui nous sont rapportées,
on les passe dans la machine à transformer en fait, et on arrive avec une cote, un niveau de priorité pour arriver à gérer nos risques. Ça fait du sens? D'après vous autres, quand j'ai une organisation, que je vais former des gestionnaires dedans et que je leur demande, c'est quoi le risque numéro 1 dans votre organisation? Si j'ai 30 superviseurs, directeurs dans la salle, d'après vous autres, j'ai combien de réponses différentes? 30, autant qu'il y a de personnes dans la salle. Et pourtant, on est tous dans la même organisation avec la même stratégie. Ça aurait-tu de l'allure qu'on ait toutes la même priorité numéro 1? Quand même. Vous n'avez pas besoin de lire ce qu'il y a dans le tableau qui est là. C'est juste un extrait que j'ai pris chez un client. Gravité, probabilité, fréquence. De ce département-là, ça cote à 70. Gravité, probabilité, fréquence. Le dernier en bas cote à 9. Si j'avais 30 personnes dans une salle et que je leur demandais à quel endroit tu mettrais de l'argent et du temps homme en numéro 1, d'après vous autres, quel serait le pourcentage des gens qui me diraient commence par celui en haut? 100 Tout le monde serait d'accord à dire on va commencer par le plus grave, le plus probable puis le plus fréquent. Puis si je leur demandais à quel endroit qu'on ne devrait pas mettre 5 cents puis 2 minutes en santé-sécurité, tout le monde serait d'accord d'aller là. Ça sert à définir des priorités, à savoir le 20 d'effort qu'on va mettre, il est où. Je peux faire ça pour la grandeur de mon organisation, je peux le faire par département, je peux le faire par gestionnaire, je peux déléguer ça autant que je veux, mais ça m'amène à avoir une stratégie qui est basée sur mon 20 d'effort qui donne 80 de résultats. Maintenant, une autre question qui est intéressante par rapport à tout ça, d'après vous autres, ça se peut-tu une organisation qui a zéro risque? Non, ça ne se peut pas. Vous avez bien raison. Et qu'est-ce que ça nous amène comme conclusion de savoir qu'il va toujours avoir des risques? Il faut continuer de se méfier parce qu'il y a une affaire qui est certaine. S'il y a toujours des risques, il y a toujours des probabilités d'accident. Donc, des risques, on n'en viendra jamais à bout. Ce que ça veut dire, souvent, on est dans des salles de formation, je dis aux gens, je peux-tu me diriger sur le bord de la porte, puis me cogner à la hanche sur le coin d'une table qui est dans la salle? Ben oui, et ça fait partie des risques d'une salle de formation. Si je me cognais la hanche sur une table, puis que je me faisais une tendinite, puis que c'est un événement enregistrable, d'après vous autres, la chose à faire, c'est-tu d'envoyer un email à la grandeur de la corporation pour leur dire « Attention, il y a eu un accident avec quelqu'un qui s'est cogné sur un coin de table. » Maintenant, mettre des foams sur tous les coins de table avec des gyrophares, avec des pancartes danger, présence de table, avec des procédures sur l'approche des tables, etc., parce qu'on a eu un événement enregistrable. La réponse, c'est non. Et quand on fait ça, on est en train d'être en mode panique à essayer de tout adresser, on défocus de nos priorités et on garoche notre argent, notre temps homme partout à essayer de justifier l'injustifiable sur des choses qui n'ont pas de sens. Donc, le rôle d'une équipe de direction, c'est quoi, entre autres? Statuer sur c'est quoi le niveau de risque qui est acceptable dans l'organisation. Des risques, il va toujours en avoir. Bien évidemment, je ne peux pas définir ça si je n'ai pas l'inventaire de mes risques. Donc, il faut que je l'aille fait d'abord, il faut que je les aille cotés et il faut que je sois capable de dire, voici, sur mon échelle de 1 à 125, nous autres, comme équipe de direction ou comme organisation, on ne tolère aucun risque en haut de 90 ou 85 ou peu importe l'échelle que vous avez définie. Et là, on vient de mettre un marqueur à tout le monde sur dire qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Donc, par où je vais commencer à travailler en sachant qu'il y a toujours des probabilités d'accident de travail? Bien, par les plus graves, les plus importants. Maintenant, j'aurais donc aimé ça vous dire un matin que ça, c'est tous les principes que j'ai inventés pendant que je ne dors pas, pendant la nuit ou que je me lève le matin puis j'écris des patentes. Mais je suis obligé de vous dire que c'est dans la loi sur la santé et sécurité depuis 40 ans. Donc, rappelez-vous l'engagement que nos présidents ont pris de respecter les exigences légales, etc., dans toutes nos corporations. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme obligation à l'employeur? Avoir des méthodes et techniques visant à identifier, contrôler, éliminer les risques. Donc, ce n'est pas une option, c'est légal, c'est une exigence. On doit avoir une méthode pour identifier les risques. Et si on n'a pas de méthode, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De l'improvisation. Donc, on ne veut pas improviser, c'est pour ça que ça prend une méthode, dire les rôles et responsabilités du monde chez nous sur l'analyse de risque, ça marche de même, c'est comme ça qu'on va y suivre, c'est comme ça qu'on va y coter, etc. Ensuite de ça, on nous dit, comme employeur, on doit informer le travailleur sur les risques auxquels il est exposé. Et là, tout le monde ici voudrait rendre ses travailleurs vigilants puis toute la patente. D'après vous autres, est-ce que c'est possible d'informer un travailleur sur les risques auxquels il est exposé si on ne connaît pas les risques auxquels il est exposé? Ça va être tough. Si je ne les ai pas identifiés, si je ne les ai pas inventoriés, il va faire comment pour respecter mon exigence légale de l'informer? Et après ça, le dernier article qu'on a là,
L'employeur dresse et maintient à jour un registre des caractéristiques concernant les postes de travail, concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi. D'après vous autres, pourquoi qu'on nous a donné la responsabilité de connaître ça pour chaque travailleur à notre emploi? Monsieur ici avec la chemise bleue? Oui, oui, vous. Ah ben ouais, un génie dans la salle. Donc, la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc, on nous demande de connaître les risques. Pour combien de pourcents de notre monde? 100 parce que je ne peux pas gérer ce que je ne connais pas. Donc, si j'avais un seul travailleur dans mon organisation que je ne connais pas les risques auxquels il est exposé, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'improvisation, je suppose que ce n'est pas dangereux. Ah oui, lui, dans son département, ça doit être correct. Ou que j'aie des risques à potentiel de mortalité modérés ou très faibles, ils sont tous dans le même panier. Je fais de la santé-sécurité à de large et je garoche partout. Et pourquoi qu'on nous demande de maintenir ça à jour? Bien, c'est parce que les risques ils changent dans le temps. Ce que ça veut dire, vous avez rentré des nouveaux équipements, des nouveaux chimiques, il faut réanalyser nos risques. Ça veut dire que le risque qui était numéro 1 parce que j'avais une passerelle, pas de garde-corps, pas de point d'ancrage, pas de procédure de travail en hauteur. Et là, ça, c'était mon risque numéro 1. Je mets les garde-corps, je donne de la formation, je mets des ancrages. Le risque numéro 1, est-il encore numéro 1? Ben non. Et mon inventaire de risques, il doit être en vie. C'est le cœur d'un système de gestion. Et jamais on réussira à régler tous les risques dans une organisation. Et ce qu'on veut, c'est réduire le niveau de risque. Et souvent, quand on pense à la culture santé-sécurité, tout le monde va penser à adopter des comportements sécuritaires. On va se ramener ça à quelque part d'autre. La culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses travailleurs. Si je ne connais pas mon niveau de risque, si j'accepte n'importe quoi, je les mets dans un milieu de travail et j'improvise totalement. Donc, la base, la base. Maintenant, qu'est-ce qu'on a donné comme obligation à l'employé là-dedans? Participer à l'identification des risques. C'est assez simple. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en santé-sécurité, la santé-sécurité, ce n'est pas comme l'œuf ou la poule. Il n'y a pas de mystère là-dedans. On sait où ça commence et on sait où ça peut atterrir. Ça commence par des responsabilités d'employeurs qui peuvent, à certains moments, se ramasser dans des responsabilités d'employés. Donc, est-ce que je pourrais faire participer mon travailleur à l'identification des risques si préalablement, je n'avais pas défini une méthode pour identifier les risques? Ça serait tough, puis ça serait improvisé, puis ça serait tout croche, puis ça ne t'offrait pas dans le temps. Et d'après vous autres, pour quelle raison on veut faire participer le travailleur à l'identification des risques? Madame, ici, en face de moi, vous, oui. C'est eux qui connaissent ça. C'est qui l'expert du poste de travail? C'est pas mal le gars qui passe 40 heures semaine dessus, puis lui, il sait que ça bloque là, puis qu'il y a une broche de cachet pour aller débloquer cette affaire-là. Et si on ne l'implique pas, bien, on passe à côté de toute cette information-là. Puis après ça, bien, ça se peut-tu que sa capacité à percevoir les risques sur son poste de travail s'améliore si on l'a fait participer à identifier les risques sur son poste de travail? Pas mal certain. Puis ça se peut-tu que s'il a participé à identifier les problèmes, puis qu'on l'implique aussi dans la recherche de solutions sur les risques qu'il a identifiés, que sa résistance au changement, quand va venir le temps de déployer des garde-corps, des procédures, des EPI, elle diminue? Ben oui, il a compris c'est quoi le problème, puis il a participé à la recherche de solutions, puis il dit, ben oui, on n'a pas le choix, on va y aller. Égaux, on s'en va par là. Donc, première base, connaître nos risques. Maintenant, je vous mets un scénario, monsieur, vous allez être mon volontaire pour répondre à mon scénario. Donc, dans votre organisation, on a deux situations, il y en a juste une que vous pouvez adresser. Donc, première situation, on peut prévenir l'amputation d'un bras à un travailleur. Deuxième scénario, il y a 40 tendinites qui surviennent à l'épaule de travailleurs qui sont tous des événements enregistrables. Par contre, il y a juste un des deux scénarios que vous pouvez adresser. Lequel vous allez choisir en premier? Comment? Le 40. Et je vais vous amener à le réfléchir autrement. Si on parlait de votre bras, donc, amputer le bras de quelqu'un, ça ne fait pas du bien, puis ça ne revient pas, puis ce n'est pas comme une tendinite. Ça veut dire, quand même que tu as 40 tendinites, bien, les gens vont aller chez eux, 3-4 jours de repos, un peu de physio, des Advil, de la glace, et on va pouvoir les revoir au travail, etc. Pourquoi qu'on va commencer par l'amputation du bras? Bien, c'est parce que là, on vient de scraper la vie de quelqu'un, la vie de sa famille. Les poursuites, ils vont arriver où? Les avis d'infraction, les visites de la CNE, possible poursuite aux criminels, ces événements majeurs, etc. Ça va arriver sur mes événements les plus graves.
Les petits événements, par exemple, qui sont récurrents, je suis intéressé d'avoir 40 tendinites à l'épaule? Il y a des chances que non. Ceux qui sont dans des grandes corporations avec un corpo qui traque tous les événements enregistrables, les taux au chat, les taux de fréquence, ces affaires-là, on est-tu intéressé d'avoir ça? Ben non, puis ton VP va débarquer assez vite si tu as 40 événements enregistrables à l'épaule. Donc, on va les suivre dans nos tendances parce que des petits risques, il va toujours en avoir, puis on ne peut pas tous les adresser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose qui ressemble à l'histoire que je vais vous raconter là. Donc, un jour, je travaille avec une organisation qui fabrique des autobus. Eux autres, ils reçoivent la bus en métal rough. Il faut installer toutes les composantes dedans. Donc, 700 travailleurs, 200 par corps de travail. Eux autres me font venir pour implanter un système de gestion de la santé-sécurité certifié 18001, toute la patente. Super bonne idée, mais ils ne savent pas exactement pourquoi ils font ça, parce que c'est une demande corporative et autres. Et là, on fait le tour de l'usine, et là, je regarde les opérations, et là, à un moment donné, je dis, bien, il doit y avoir beaucoup de blessures à la tête puis aux mains. Là, il dit, ah ouais, on en a quand même pas mal, peut-être autour de 200 par année, là, du gars qui s'est cogné le front jusqu'au gars qui a fait une commotion, puis du gars qui s'est coupé le bout du doigt, jusqu'au gars qui s'est rouvert tous les tendons de la main, etc. Et c'était pas parce que j'étais un grand devin, c'est quand tu as 200 gars par corps de travail qui dégainent tout du fil pour connecter des transmissions, des moteurs, des panneaux électriques, quand même que tu leur dis d'être vigilant puis de dégainer par en avant. C'est pas comme ça que ça se passe, puis ils le font à l'envers à un moment donné, puis ils se rouvrent la main. Puis les travailleurs travaillaient pas de chapeau de sécurité. Donc, 200 travailleurs par corps de travail, 24/7, 365 jours par année, dans des frames en métal rough. Bien, quand même que tu lui dis d'être vigilant, il se lève la tête puis il se cogne la tête, comme ça nous arrive tous chez nous, etc. Donc, je leur pose la question, je dis, est-ce que vous avez les statistiques des sièges de lésions de votre organisation? Et c'était assez surprenant. 20 de toutes les lésions qui arrivaient étaient à la tête. 50 de toutes les lésions qui arrivaient étaient aux mains. 70 de toutes les lésions qui arrivaient dans leur organisation arrivaient exactement sur les deux mêmes sièges de lésions. Et là, je leur demande, je dis, avez-vous les statistiques de l'année précédente, puis l'autre d'avant? Et là, ils sortent ça. Et d'après vous autres, c'était quoi les chiffres qui ont sorti? Exactement les mêmes, comme par hasard, avec la précision du tac d'une horloge. À chaque année, 20 en tête, 50 aux mains, 20 en tête, 50 aux mains. Et d'après vous, madame, c'est pour quelle raison que c'était comme ça? Ah, extraordinaire. Donc, Albert Einstein, il disait, la folie, c'est refaire et refaire les mêmes choses en pensant qu'on va avoir un résultat différent. Et là, on a dit que la santé et sécurité, c'était quoi? De la gestion de risques. Et ça prend une stratégie pour arriver à gérer des risques. Et si j'ai toujours la même stratégie, je vais toujours avoir les mêmes résultats. Donc, à chaque année, on avait une mauvaise stratégie qu'on appliquait. Et là, je leur dis, bien, qu'est-ce que vous voulez avec votre système de management? Est-ce que vous voulez une belle pancarte à l'entrée de l'usine certifiée au SAS 18001 ou vous voulez avoir des résultats? Ils disent, on va avoir des résultats. Bien, je dis, check bien, on va mettre tout ton projet stand-by pour l'instant. Je te donne 2 conseils. Fais porter des bomb caps ou des chapeaux de sécurité à tout le monde, plus des gants résistants aux coupeurs niveau 4 à tout le monde, 24/7. Et là, on dit, t'es-tu tombé sur la tête? Notre syndicat va chialer, puis ici, il fait chaud, puis on va perdre de la dextérité. Et finalement, il y avait toutes les excuses pour expliquer qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et bien là, je dis, expliquez-moi d'abord comment vous allez diminuer de 70 votre nombre d'accidents. Et il n'y avait pas de réponse. Et finalement, ils ont maintenu les mêmes performances pendant un autre 2 ans, jusqu'à temps que le directeur général se fasse congédier parce qu'il y avait la plus mauvaise usine de sa corporation en santé et sécurité. Le nouveau DG me fait venir et je lui réexplique exactement ce que je viens de vous expliquer là. Et là, le nouveau DG, il dit, ouais, mais il me semble que ce n'est pas fou ce que tu me dis. Je dis, je sais que ce n'est pas fou ce que je te dis. Et là, il dit, bien, je perds quoi à l'essayer? Je dis, 1 mois et demi, 2 mois de chialage, là, ton monde va être en crise, mais explique-leur pourquoi, puis tout le kit. Puis tu vois, dans 1 mois et demi, 2 mois, on s'en reparle plus. Et finalement, c'est ça qu'ils ont fait. Et dans la première année, ils ont baissé de combien? 65 le nombre d'accidents dans la première année. Avec 2 actions qui sont hyper simples, hyper faciles. Et là, on n'est même plus dans le 20-80, on est dans le petit change ramassé à terre qui nous donne une fortune en bout de ligne. Donc, changer la stratégie va amener des résultats différents et on ne veut pas adresser les 600 petits risques pour prévenir le gros. On veut identifier le gros par l'analyse de risque, on veut suivre les petits par nos tendances. Maintenant, si j'ai analysé mes risques et que j'ai analysé mes tendances et petits risques, d'après vous autres, on a réglé combien de pourcents de nos problèmes? 0. On les a juste identifiés, on n'a rien fait encore. Il n'y a aucun problème de régler à cette étape-là. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire l'heure, juste par curiosité, pour savoir combien de temps je peux jaser encore? Parfait, parfait. Donc,
Maintenant, il faut gérer nos risques avec efficacité. Ça a de l'allure, deuxième devoir, il faut gérer nos risques efficacement. Si je vous demandais c'est quoi le fondement de la loi sur la santé et sécurité, le premier paragraphe de texte qu'on a là-dedans en ouvrant ça depuis 42 ans qu'on a ce document-là, qu'est-ce que ça dit? Éliminer à la source même les dangers. La présente loi elle a pour objet l'élimination à la source même des dangers, puis on nous dit après ça, peu importe ce que vous allez faire, mettre à disposition des travailleurs, des EPI, des équipements de protection collective ou d'autres moyens pour répondre à leurs besoins, il n'y a rien qui doit diminuer les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers. Donc, très, très clair. Puis dans nos politiques santé-sécurité, on a un engagement de nos présidents, et de toute façon, quand même, je vous demanderais, est-ce qu'on a l'option de ne pas respecter la loi? Pas tout à fait. Donc, la loi nous demande d'éliminer à la source et de ne négliger aucun effort pour réduire à la source. Et ça, je dis tout le temps au monde, ceux qui comprennent cette notion-là n'auront plus jamais de problème de leur vie en matière de santé et sécurité. Donc, écoutez comme il faut parce qu'elle est importante. La santé et sécurité, on a dit que c'était de la gestion de risque. La loi nous demande d'éliminer à la source, ce n'est pas par hasard, c'est la meilleure façon de gérer des risques. J'ai un produit cancérigène chez nous que mes employés de maintenance utilisent. Je découvre un nouveau produit à base d'eau, complètement inoffensif pour mes travailleurs. Avant ça, je leur fournissais des gants de nitrite, de la protection respiratoire, de la ventilation, de la formation. Je switch mes deux produits. L'autre est inoffensif à base d'eau, plus besoin de gants de nitrite, de procédure, de formation, de ventilation. Et j'ai géré mon risque à combien de pourcents si je fais ça? Et si je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'offre un facteur de sécurité équivalent à 100 %. Personne ne peut se blesser dedans. Si mon design, ma conception est bien faite, ça va bien aller. D'après vous autres, est-ce que c'est possible de tout réduire les risques à la source? Il reste des énergies dangereuses, du travail en hauteur, des poussières, etc. Donc, c'est là que je vais devoir offrir, encore une fois, un facteur de sécurité équivalent parce que je dois protéger les gens à 100 % par des mesures de gestion. Les mesures de gestion, c'est quoi? C'est mon programme de cadenassage, d'espace clos, de travail en hauteur, mes EPI, tous ceux qu'on a vus au début sur le premier schéma que je vous ai montré. Donc, et on a dit que, par exemple, notre programme de cadenassage est fait pour être exécuté à combien de pourcents? 100 %, puis que si j'avais 150 personnes puis que je n'avais pas défini de programme de cadenassage, j'aurais 150 façons différentes de se cadenasser. D'après vous autres, qu'est-ce qui fait que des mesures de gestion, c'est plus faible en efficacité que éliminer et réduire à la source? L'humain. On vient de rentrer l'humain dans l'équation. Et là, vous les connaissez, pareil comme moi, il y en a des bien brillants, il y en a qui ont été moins favorisés, des attentifs, des distraits, des rigoureux, des laxistes, des 30 ans d'expérience, des 3 jours d'expérience, le fond de la pénurie de main-d'œuvre, l'employé élite, ceux qui sont en pleine santé psychologique, ceux qui sont en détresse, et tout ça, ça vient affecter ma gestion des dangers puis mon efficacité. Mais au moins, si je leur définis des rôles et responsabilités, je vais avoir une façon stable d'arriver à gérer le risque. Pareil comme dans ma pièce de théâtre, mes acteurs apprennent leur rôle et Roméo va toujours se lamenter en bas de la fenêtre, puis Juliette a de la peine, puis le beau-frère arrive fâché à cause que j'ai un scénario. Et je peux arriver à offrir un facteur de sécurité équivalent à 100 % par de l'exécution des rôles et responsabilités à 100 %. Donc, ça veut dire, j'ai des employés que je veux envoyer entretenir ma machine dans la cage fermée barrée, rouvre le grillage, on n'a plus un facteur de sécurité équivalent à 100 %, il faut le ramener là. Qu'est-ce que je fais? Programme de cadenassage. Programme de cadenassage, longue séquence de rôles et responsabilités qui va dire à un gars, tu prends la fiche de cadenassage, tu mets des cadenas de série, ses équipements, tu complètes la fiche de cadenassage à combien de pourcents? Mes questions mathématiques ne sont pas tough, là. 100 %. Puis après ça, il met la clé dans la boîte, il met son cadenas personnel, il pèse sur le bouton de démarrage, l'équipement ne démarre pas, on est à énergie zéro. Si on est à énergie zéro, on a géré combien de pourcents du risque? 100 % par de l'exécution de mesures de gestion. Par contre, on a dit que ça, c'était plus faible parce qu'on venait de rentrer l'humain dans l'équation. Le grand malheur du monde de la santé et sécurité, c'est que les organisations, dans beaucoup de cas, vont commencer par le maillon le plus faible où est-ce qu'on peut intervenir. Essayer de changer les valeurs, les croyances, les comportements, les attitudes sécuritaires, le niveau de vigilance des employés est garanti que c'est la seule place qu'on n'aura jamais un facteur de sécurité équivalent à 100 %. Et là, imaginez, si je vous posais la question, est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont essayé de changer une personne? Oui, je vois les dames qui sourient. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, hein? Non, dis pas ça. Donc, ça, c'est dans le cas d'une seule personne.
Mais quand on en a 100, 200, 300, 400, 500 000, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre avec des taux de roulement, des départs à retraite, des embauches, des sous-traitants de sous-traitants, d'après vous autres, est-ce qu'on va réussir à changer les valeurs, les attitudes, les croyances sécuritaires, le niveau de vigilance des gens? Peut-être que ce n'est pas la bonne recette. Puis après ça, bien, si on revenait à un des principes des alcooliques anonymes, eux autres, ils disent, amener une personne à changer, ça peut prendre une vie, mais changer, ça prend 2 minutes. Donc, est-ce qu'on a une vie devant nous autres pour amener les gens à changer, d'après vous autres? On est imputable à partir de quand? Là, immédiatement. Zéro marge de manœuvre. On ne peut pas tolérer que les gens n'exécutent pas leur rôle à 100 %. Et là, souvent, on va dire qu'on veut responsabiliser le travailleur sur sa sécurité. Ça sonne super bien, puis c'est plein de buzzwords. Mais qui est responsable à 100 % de la sécurité du travailleur? C'est l'organisation. Puis là, après ça, bien, ça veut-tu dire que le travailleur n'a pas de responsabilité en santé et sécurité? Absolument pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si je veux le responsabiliser, il faut que j'aille définir des responsabilités qui sont définies dans des programmes, dans des procédures, dans des façons de faire qu'on a mis dans un système de gestion, une façon de se cadenasser, une façon de travailler en espace clos, une façon de conduire les équipements mobiles, de porter les EPI. Pour quelle raison? Parce qu'on veut enlever la place à l'improvisation. Je ne veux pas que chaque personne fasse comme il veut quand ça y tente. Et un des plus vieux mythes du monde de la santé et sécurité, c'est de se répéter que 90 % des accidents de travail sont reliés au comportement non sécuritaire des travailleurs. Qui a déjà entendu ça? À peu près tout le monde. Donc, quand je dis que c'est un mythe qui est d'une facilité incroyable à prouver. Donc, si je vous posais la question, d'après vous autres, est-ce qu'un accident de travail, ça peut avoir juste une cause? Je suis ici, il n'y a pas de trou, je ne tomberai pas dedans. Si on était tous sortis, que la porte est barrée, qu'il y a un trou en plein milieu, personne ne va tomber dedans. Donc, minimalement, un accident de travail, ça a 2 causes. Un gars, un trou, il est pressé, il tombe dedans, il est distrait, whatever. Donc, après ça, on prendrait le rapport de l'acte mégantique et ça d'épais, il y a 450 causes. Mais les causes et ça, je vous dis ça, parce que si on revient à la base puis qu'un accident de travail a toujours 2 causes, si je dis que 90 % de mes accidents sont reliés au comportement, minimalement, j'ai oublié 50 % de l'équation. Et c'est quel le 50 % que j'ai oublié? Le plus important. Et c'est quoi les causes possibles d'un accident de travail? L'environnement de travail, les équipements, l'organisation du travail, la définition des tâches, l'individu lui-même. Et à qui la loi sur la santé et sécurité a donné la responsabilité de fournir l'environnement de travail sécuritaire, fournir les bons équipements, définir l'organisation du travail, assurer la supervision des tâches appropriées? À qui? À l'employeur. Pour quelle raison? Parce que la santé et sécurité, c'est de la gestion. Et qui fait de la gestion dans une organisation? Des gestionnaires. Pour quelle raison? Bien, parce que c'est eux autres qui gèrent les piastres puis le temps homme puis qui peuvent prendre des décisions. Puis là, après ça, on aurait tendance à penser que l'individu, il est responsable de l'individu. Ça sonne bien puis ça sonne logique. Mais on va se rendre compte que nos responsabilités de gestion ont un grand impact sur l'individu. Donc, je dois lui définir des rôles, des responsabilités. Je dois le former. Je dois évaluer qu'il a compris ce que j'ai enseigné d'information. Parce que s'il a compris son rôle à 10 % dans la formation sur le cadenassage, comment il va faire pour l'exécuter à 100 % Je dois aller contrôler, auditer l'exécution des rôles. Je dois assurer une rigueur d'exécution par des processus disciplinaires qu'on va revenir tantôt. Et il y a un gars en Angleterre qui s'appelle Fleming. Lui, il nous est arrivé à la fin de dans sa carrière, il a analysé tout ce qui est comportemental en matière de santé et sécurité, puis il nous dit traiter les comportements des individus sans regarder les autres paramètres, donc l'organisation du travail, la gestion des équipements, ça revient à ne pas adresser les causes fondamentales des événements. Qu'est-ce qui arrive quand on ne règle pas les causes fondamentales des événements? Il se répète. C'est-tu logique si je vise à atteindre 0 accident avec une stratégie qui permet la répétition de toujours les mêmes événements? Si je fais juste du comportemental, jamais je serai capable d'arriver là parce que je ne règle pas mes causes fondamentales. Ce que ça veut dire, monsieur et son collègue s'en vont dans un meeting dans l'organisation, il y a des trous dans le plancher, ils sont en train de se raconter leur week-end, monsieur est distrait, tombe dans le trou et là je le rencontre et je dis, tu sais, c'est important quand tu marches dans l'organisation, il faut que tu sois vigilant parce qu'il y a des trous, puis tu peux tomber d'un trou, etc. Puis après ça, mademoiselle, elle s'en va au meeting, puis elle est dans l'organisation, puis elle s'en va en parlant au téléphone, puis elle tombe dans le trou. Puis là, je dis, et quand tu marches dans l'organisation, tu sais, il ne faut pas que tu parles à ton téléphone parce qu'il y a des trous, puis tu peux tomber d'un trou. Puis Pierre s'en vient au meeting en lisant ses feuilles, puis il tombe dans le trou.
Je veux dire, tu sais, Pierre, quand tu marches dans l'organisation, c'est important que tu ne lises pas tes feuilles parce qu'il faut que tu sois vigilant, etc. C'est quoi l'autre option qu'on aurait au lieu de faire ça, qui est juste de travailler sur les comportements individuels? Boucher le trou, fondement de la loi sur la santé et sécurité au travail depuis 42 ans. Si je ne peux pas boucher le trou, qu'est-ce que je vais faire? Des barrières autour, offrir un facteur de sécurité équivalent à 100 parce que j'ai besoin de monter du stock par le sous-sol. Imaginez la complexité d'offrir un facteur de sécurité équivalent à 100 par des mesures de gestion, procédures de distance d'approche, gardiens postés sur le bord du trou 24/7, zone assurée, etc. Et la dernière chose qu'on pourrait faire, sensibiliser les gens au risque des trous. Tu sais, si tu tombes dedans, tu vas te faire mal. Pense à ta femme, puis tes enfants. Puis si tu tombes dans les trous, tu ne reverras peut-être plus. Puis tu vas te faire mal au pouce, puis blablabla, etc. Comme on voit dans plein d'organisations. Et il y a une chose qui est sûre, quand je mets une action en place en santé et sécurité, pour combien de temps je veux l'avoir en place d'après vous autres? Tout le temps. Donc, si j'ai éliminé mon risque à ça, j'ai sorti mon produit cancérigène, j'ai réglé mon problème pas mal pour toujours, à moins que quelqu'un le rentre. Si j'ai installé des garde-corps sur ma machine, des protections, des sécurités, puis que je mets des routes d'inspection pour assurer leur maintien, ça va être là pas mal pour tout le temps. Si je mets en place des programmes, des procédures qui définissent des rôles aux gens, est-ce que toutes mes façons de se cadenasser vont changer parce que j'ai un employé qui quitte l'organisation? Ben non, au même titre que Roméo et Juliette, 300 ans plus tard, est encore joué de la même façon parce qu'on a un manuscrit, on a défini des rôles, et même si j'ai un taux de roulement qui est élevé, au moins je me donne la chance d'être capable d'avoir une structure, une base, d'enseigner ça dans mes programmes d'accueil, puis de formation, puis de retaper sur le clou. Et si je vous posais la question, d'après vous autres, la sensibilisation, ça a une pérennité de combien de temps, ça, cette affaire-là? Ça dépend de l'individu, puis quand on en a des centaines, souvent je résume ça à 2 minutes, 2 heures, 2 jours, 2 semaines, mais dans 2 mois, si on se reparle et qu'on a une centaine de travailleurs, dans 2 ans, qu'est-ce qui va rester de ça? Zéro. Et pourquoi que la loi sur la santé et sécurité ne contient pas le mot sensibilisation? Parce que ça ne correspond pas pantoute avec notre obligation de protéger 100 des gens immédiatement. Si je te sensibilise, je te donne l'option de, ben écoute, il faudrait peut-être que tu le fasses, etc., mais je n'assure pas d'exécution et ça n'a pas de pérennité dans le temps. Donc, pour revenir à un principe d'éliminer et réduire à la source, j'adore cet exemple-là parce qu'il parle de lui-même. J'ai des clients dans le business alimentaire que eux autres, c'est des as dans la gestion de risque de contamination bactérienne. Ils ont des méga systèmes de gestion. Il n'y a rien qui est en métal qui rouille puis en plywood parce que ça ne se lave pas, fait qu'ils font de l'élimination puis de la réduction à la source, etc. Mais côté santé-sécurité, c'est plus compliqué, alors que c'est exactement les mêmes principes. Donc, à un moment donné, je leur demande, je dis, pourquoi vous avez ces équipements-là? Bien, c'est parce qu'avant ça, on avait des grands, grands lavabos avec des pancartes gigantesques qui disaient lavage des mains obligatoire, 30 secondes, avec tous les pictogrammes de comment se laver les mains, mouille, savonne, frotte, sèche, etc. Puis là, bien, ça faisait des décennies qui sensibilisaient les gens à leur rôle et responsabilité de se laver les mains 30 secondes. Donc, rôle que personne ne peut nier dans ce genre de business-là, qui peut dire qu'il ne sait pas, si je me rappelle bien, je t'ai déjà vu dans le business, tout le monde sait qu'il faut qu'ils se lavent les mains, ils savent comment, combien de temps. Et là, ils sensibilisaient le monde, donc ils ont rajouté des TV avec des vidéos de lavage de mains dans les aires d'opération à cafétéria, des meetings qualité avec les superviseurs. N'oubliez pas de laver vos mains, puis comment que ça marche, puis des petits feuillets, puis même le journal de l'usine avec le mot croisé qu'il fallait que tu trouves lavage de mains caché dedans, puis etc. Et ça ne donnait pas nécessairement les résultats qu'ils voulaient. Et un jour, il y a un auditeur externe qui arrive et dit « Hey, on a un problème. Les gens se mouillent les mains 2 secondes puis ils rentrent dans l'usine. Puis après ça, de soir puis de nuit, à peu près personne ne le fait. Rien pantoute. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant des années, ils ont dit « On a un problème de comportement humain, de gens qui ne respectent pas leur rôle et responsabilité de se laver les mains 30 secondes. » Puis plus qu'ils ne le faisaient pas, plus qu'ils sensibilisaient. Plus de la mauvaise stratégie qui ne donne pas de résultats. Et un jour, ils ont arrêté de travailler sur l'individu, changé de stratégie pour avoir des résultats différents. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à s'intéresser au contexte dans lequel le comportement humain se produit. Et ils ont obtenu des résultats drôlement différents en changeant l'architecture, l'ingénierie et le matériel à disposition de leurs travailleurs. Donc, changer l'architecture. Ils ont fermé des corridors d'accès pour l'usine. Changer l'ingénierie. Rajouter des barrières, rajouter des nouveaux équipements, enlever les lavabos, enlever les pancartes qui disent de te laver les mains 30 secondes. Première barrière, te force à passer dans un nouvel équipement qui lave tes pieds automatiquement quand tu passes. Deuxième barrière, te force
à mettre tes mains dans un lave-mains automatique connecté sur une solution parfaitement calibrée dans laquelle tu rentres tes mains dans 2 petits trous qui ont un œil magique qui détecte la présence de tes mains. Et d'après vous autres, ça se met à laver combien de temps? 30 secondes. Et qu'est-ce qui arrive avec la barrière après 30 secondes? Elle déborde. Puis si tu ne laisses pas tes mains 30 secondes, elle ne déborde pas, puis en plus, il faut que tu recommences. Imaginez la complexité dans ce business-là. 1500 travailleurs, 80 de main-d'œuvre immigrante, 27 nationalités qui parlent 14 langues différentes avec un taux de roulement annuel de 60 Et là, il fallait arriver à montrer à tout ce monde-là à se laver les mains 30 secondes. Ils ont installé ces équipements-là pendant un quart de travail de nuit. Et d'après vous autres, le lendemain matin, combien de pourcents des gens lavaient leurs mains 30 secondes? 100 Ils ont eu besoin d'adresser la parole à combien de personnes pour changer les comportements de tout le monde et obtenir un résultat parfait? 0. Pas de sensibilisation, pas de c'est important, les bactéries, blablabla, ça te tente-tu, pense aux saucisses ou je ne sais pas quoi. Donc, on n'est pas là-dedans. On a changé le contexte dans lequel le comportement se produit et ça a réglé le problème pour tout le monde. Chez vous, prenez l'employé le plus sécuritaire qui existe puis que vous voudriez voir reproduit en 500 copies si vous avez 500 employés, mettez-le dans le noir avec des trous, avec des machines pas protégées, il va se faire mal. Prenez le gars du fond de la pénurie de main-d'œuvre, le TDAH, pas formé, pas d'expérience, qu'on ne voudrait pas voir mais qu'on a par défaut, mettez-le dans un environnement éclairé, pas de trous avec des machines protégées et qu'est-ce qui arrive? Rien pantoute. Peut-être qu'il va faire d'autres niaiseries, mais ça, c'est une autre affaire. Mais au niveau sécurité, il n'y arrivera rien. Malheureusement, on ne peut pas toujours commencer par là. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Définir des rôles et responsabilités. Il va falloir former les gens, les accueillir, les évaluer, les superviser, assurer la supervision appropriée, comme l'article 51.9 de la loi nous demande de faire. Et ça va nous amener à un autre devoir qu'on a, un devoir d'autorité. Donc, si je vous demande les rôles et responsabilités, c'est-à-dire les comportements d'organisation qui définissent les comportements des individus, la procédure de cadenassage qui dit comment se cadenasser, la procédure de travail en hauteur qui dit comment travailler en hauteur. Ça définit des rôles et responsabilités. Et d'après vous autres, est-ce que c'est une option, ça, ou c'est une obligation? Une obligation, pourquoi? Parce que les rôles et responsabilités, c'est le dernier rempart qui peut assurer qu'on va protéger 100 des gens immédiatement. Et c'est une obligation de les exécuter à partir de quand? Immédiatement, parce que c'est ça qui définit notre stratégie. Pareil comme les acteurs de ma pièce de théâtre. La dernière chose que je voudrais, c'est voir Roméo arriver en bas de la fenêtre puis plus se rappeler quoi dire, ou il dit une ligne des Belles-Sœurs de Michel Tremblay, ou le beau-frère s'en va jouer Roméo un soir, puis là, Juliette, elle ne sait plus, ça a de la peine, et on serait en avant de la Ligue d'improvisation. Qu'est-ce qui va arriver? En santé, sécurité, souvent, les gens vont m'appeler, ils vont dire « Monsieur Ferron, chez nous, il y a un manque d'appropriation de la santé, sécurité. » Et là, je leur dis « Bien, ça se peut pas. » Et là, ils sont tous surpris, puis ils insistent « Non, 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 je vous dis, il y a vraiment ça comme problème. » Et là, je leur fais faire un test que je vous invite à faire. Vous allez voir, ça dure 2 secondes. À go, appropriez-vous la santé, sécurité. Quelqu'un a réussi? Tout le monde a toujours la même drôle de face, c'est vraiment drôle. Mais pourquoi vous n'avez pas réussi? Parce que la santé, sécurité, ce n'est pas tangible, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une patente qu'on s'approprie. Mais par contre, si on se posait la question, dans une pièce de théâtre, qu'est-ce que s'approprie un acteur? Ses rôles, qui sont définis où? Dans le manuscrit. Et qu'est-ce qui arrive quand il ne s'approprie pas son rôle? Il est poche. Il a de l'air pas bon, etc. Il arrive en bas de la fenêtre et on dit « Boy, ça valait pas cher cette pièce-là. » On revient à base. La santé, sécurité, c'est quoi? De la gestion de risque. Qui fait de la gestion dans une organisation? Des gestionnaires. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un manque d'appropriation des rôles de gestion? Et là, je suis garanti sûr que vous avez déjà vécu quelque chose de même. Quand il y a un manque d'appropriation des rôles de gestion, le staff santé-sécurité va faire les enquêtes à la place des superviseurs, va pousser pour faire des analyses de risque, va animer des meetings, va aller auditer les programmes à la place des directeurs, va essayer de suivre les mesures correctives, va essayer de mettre des objectifs à la place des directeurs généraux, va essayer de mettre en place une planification puis de convaincre le monde qu'il faut en faire, etc. L'employé, lui, quand il y a des problèmes puis qu'il va voir son boss puis qu'il n'y a pas de réponse, c'est qui va voir? Son représentant en prévention des travailleurs, puis que lui, il monte toutes ses demandes en comité de santé et sécurité. Et avec quoi sont pris tous les comités de santé et sécurité de la province? La liste des... Y a-t-il quelqu'un qui a dit l'hostie de liste d'épicerie? Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais oui, l'hostie de liste d'épicerie. Bon, la liste d'épicerie. Et pourquoi que la liste d'épicerie augmente?
Bien, parce qu'un comité de santé et sécurité, ce n'est pas un gestionnaire, ce n'est pas une instance décisionnelle. Ils n'ont pas de cash pour prendre des décisions. Pas plus que le staff santé et sécurité ont 500 000 pour faire de la sécurité machine. Donc, la liste, elle s'allonge. Puis là, elle s'allonge en plus de demandes qui n'ont pas nécessairement des grands niveaux d'impact. Puis là, après ça, là, on se dit, hey, on va changer leur rôle. On va, parce que là, on vient écœurer de s'ostiner en comité paritaire. Fait que là, on dit, on va les envoyer faire des tournées de plancher. Et là, qu'est-ce qui arrive, ces tournées de plancher? Ils trouvent encore plus de patentes et là, ils viennent bien écœurer de ce chicaner-là. Fait que là, ils vont dire au directeur général, hey, il n'y a pas de rigueur dans ta ligne de gestion. Et là, le directeur général, il n'est pas content, il va jouer des rôles de directeur, directeur des rôles de superviseur, superviseur des rôles d'employé. Et qu'est-ce qu'on vient de créer? La Ligue d'impro. Et c'est pas ça qu'on veut avoir. On veut avoir des gens qui jouent leur rôle, leur responsabilité. Et à un moment donné, j'étais dans une organisation où est-ce que la directrice des opérations me dit, Marc-André, tu vas voir, le problème chez nous, il n'est pas bien compliqué. C'est mes superviseurs de premier niveau qui n'ont pas de rigueur. Et là, je dis, bien parfait, donne-moi un exemple de superviseur de premier niveau qui n'a pas de rigueur. Et là, elle dit, bien, c'est pas compliqué. Moi, à tous les jours, je vais sur la ligne d'opération, puis je vois des employés qui jasent avec leur gestionnaire, bien, parce qu'ils sont chumés. Quand ils me voient arriver, pour ne pas te mettre le superviseur dans le trouble, ils baissent leurs lunettes de sécurité qui avaient ça à la tête ou des affaires comme ça. Donc, c'est pas mal comme ça à tous les jours. Bon, je dis, OK, c'est bien correct. C'est un bel exemple de superviseur qui n'a pas de rigueur, mais je dis, on va ramener ça à une stratégie dans une organisation. Chez vous, parfait, on devrait être correct. Donc, chez vous, vous avez défini qu'il fallait porter des lunettes de sécurité 100 du temps parce que ce n'était pas possible d'éliminer et de réduire à la source tous les risques de particules d'azote. Elle dit, c'était en plein ça. Maintenant, je vous pose les questions que j'ai posées à madame. C'est quoi les rôles d'un employé par rapport aux lunettes de sécurité? Les porter. Quand il joue son rôle, il y a de l'impact sur combien de personnes? Puis quand il ne joue pas son rôle, il y a de l'impact sur combien de personnes? C'est soit qu'il applique la stratégie de l'organisation, qu'il ne l'applique pas, il a ses lunettes d'en face, il ne les a pas, il est protégé ou il ne l'est pas. Le superviseur de premier niveau, c'est quoi son rôle par rapport aux lunettes de sécurité? S'assurer que ses employés portent leurs lunettes de sécurité. Si le gars il a 10 employés dans son équipe, s'il joue son rôle, il y a de l'impact sur combien de personnes? 10. S'il ne joue pas son rôle? Sur 10 encore. 10 personnes qui vont appliquer la stratégie de l'organisation ou 10 personnes qui ne le feront pas. Maintenant, on est rendu à la directrice des opérations. C'est quoi son rôle d'après vous autres? S'assurer que ses superviseurs s'assurent que les employés portent les lunettes de sécurité. Et si, elle, dans son cas, elle avait 10 superviseurs qui ont 10 employés, donc si elle joue son rôle, 100 personnes vont avoir les lunettes d'en face. Si elle ne joue pas son rôle, 100 personnes vont improviser et porter les lunettes n'importe comment. Et là, je dis lunettes, mais ça pourrait être sur le cadenassage, les espaces clos, tout ce qui est de l'exécution de rôle et responsabilités. Et on pourrait remonter au top manager d'une organisation. C'est quoi son rôle? S'assurer avec ses directeurs, que ses directeurs s'assurent que ses superviseurs s'assurent que les employés portent leurs lunettes de sécurité. Dans le cas de ma madame, j'ai dit, y a-t-il déjà eu des conséquences auprès d'un superviseur qui ne jouait pas son rôle de faire porter les lunettes de sécurité aux employés? Et elle dit, ben non. Ben, je dis, dans ton cas, tu viens de trouver. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de conséquences, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, que je les applique, que je les applique pas, que je les applique à moitié les règles, il n'y a pas de conséquences, ça ne change rien pantoute. Et quand tout le monde fait ce qu'il veut, comment que ça s'appelle, ça? De l'improvisation. Donc, on veut une stratégie faite pour être appliquée d'une façon. Qui a des problèmes de chute sur la glace dans son organisation? Tout le monde. Donc, à chaque année dans la province de Québec, toutes les organisations, c'est des hécatombes. Les chiffres que j'ai lus de la CNESST, ils parlent d'à peu près 7000 accidents de travail enregistrables en lien avec les chutes sur la glace par année. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai une organisation avec qui je travaille qui a réglé le problème. Et ça fait 7 ans que j'utilise cet exemple-là en conférence, en formation, partout. Et c'est toujours la seule organisation qui le fait parce que ça prend du courage managérial pour se rendre où est-ce qu'ils se sont rendus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé leurs tendances. Ils ont dit à peu près 20 à 30 fois par année sur nos sites, 23 sites, 2500 travailleurs à travers le nord du Québec puis l'Ontario se blessent 20 à 30 fois par année sur des chutes sur la glace. Donc, les tendances sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, avant ça, leur stratégie n'était pas très efficace. Donc, ils envoyaient un petit email à tout le monde au mois de novembre en leur rappelant que c'est l'hiver et que de la glace, ça glisse. Donc, ça ne marchait pas. Donc, ils ont regardé, on peut-tu éliminer à la source? Et là, ils ont fait évaluer comment ça coûtait mettre des fils chauffants dans tous les trottoirs, stationnement de la corporation. Ça pétait le milliard de dollars. Ils ont dit, hey, nous autres, on n'a pas ça, 1 milliard à mettre là-dessus. Autre option,
Réduire à la source. Ils ont fait augmenter, comme des vrais fous, les contrats d'épandage de sel, de sable, d'abrasif. Quand tu arrives dans leur parking au printemps, tu te croirais à Wildwood, il y a full de sable, puis des bacs avec des pelles, puis toute la patente. Mais quand ton terrain fait 1 kilomètre de long, 1,5 kilomètre de large, tu ne peux pas mettre du sable 3 fois par jour s'il neige 3 fois. Puis s'il y a des gars de maintenance, ces toitures, tu ne mets pas du sel sur les toits, etc. Donc, on ne protégeait pas 100 des gens immédiatement. Ils ont défini des comportements d'organisation qui définissaient les comportements des individus. Ils ont dit, nous autres, mi-novembre à mi-avril, port des crampons obligatoires pour tout le monde, sans exception, en débarquant de votre véhicule sur nos stationnements. Donc, que tu sois un visiteur, un entrepreneur, un gestionnaire, un employé, port des crampons obligatoires sous peine de sanctions, donc des conséquences, gradation normale de sanctions pour les gestionnaires employés, verbal, écrit, une journée, en continuant comme ça. Et si tu es un visiteur, entrepreneur, tu es banni du site jusqu'à temps qu'ils décident de te réinviter. Donc, conséquences, devoir d'autorité. Et depuis ce temps-là, ils n'ont plus de chute sur la glace. Si je vous posais la question, d'après vous autres, c'est quoi le pourcentage de gens dans la province de Québec qui ne savent pas que de la glace, ça glisse? On est pas mal dans le 0%. Tout le monde est sensibilisé au risque que de la glace, ça glisse. Maintenant, qui ici est déjà tombé sur la glace? Plus qu'une fois? Qui s'est fait mal? C'est la même affaire dans toutes les organisations. Tout le monde connaît le risque, tout le monde a déjà eu un accident, tout le monde s'est déjà fait mal, donc on a assimilé la connaissance en vivant le risque live, ça ne peut pas être plus direct que ça. Et si je vous demandais, d'après vous autres, dans cette compagnie-là, avant d'imposer le port de crampons sous peine de sanction, quel était le pourcentage de gens qui portaient des crampons parce qu'ils avaient développé la valeur, sécurité, l'indépendance, l'interdépendance, etc.? 0%. 0% d'exécution, ça s'appelle la variabilité maximale quand tu dois protéger 100% des gens immédiatement. Et là, on pourrait se poser, cette compagnie-là, s'ils avaient fait une autre stratégie, donc à tous les mois de novembre, dire on va faire des beaux kiosques, puis on va remettre des crampons avec des feuillets de sensibilisation, puis on va dire aux gens, s'il vous plaît, mettez vos crampons, mais il n'y a pas de conséquences. D'après vous autres, combien de pourcents des gens auraient mis leurs crampons tout l'hiver? Ou peut-être un ou deux directeurs qui auraient voulu donner l'exemple pendant 2 semaines au début, mais ça aurait pris fin assez vite. Et ça, je l'aime parce que c'est vrai pour les crampons, mais c'est vrai pour n'importe quel risque qui ne peut pas être éliminé, réduit à la source. Cet exemple-là, ça prend des conséquences parce que si les gens n'exécutent pas, qui est imputable de leur sécurité? C'est nous autres. Et si je vous posais la question par rapport aux autres types de risques qui sont présents chez vous, y a-t-il quelqu'un dans vos organisations qui ne sait pas que de l'électricité, ça tue? Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas que tomber de 10 pieds en hauteur, ça fait mal puis ça peut causer des dommages permanents, voire la mort? Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas qu'une lame, ça coupe puis que des gants, ça protège? Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas que des particules dans les yeux, c'est pas le fun, tu peux perdre la vue, puis que des lunettes, ça protège? Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas que du feu, ça brûle? Donc, les gens sont sensibilisés. Le problème, c'est qu'il faut faire de la gestion. Donc, il faut les informer des risques auxquels ils sont exposés, les plus graves, les tendances. Essayer de gérer en fonction des principes de la loi qui nous sont exigés depuis 40 ans. Éliminer, réduire à la source, sinon définir des programmes, des procédures et assurer une exécution parfaite à partir de quand? Là, parce que les rôles et responsabilités, s'ils ne sont pas exécutés, puis qu'il arrive de quoi dans 3 minutes parce que votre programme de cadenassage n'a pas été exécuté, c'est terminé. Donc, pour ceux qui ont des enjeux de culture en santé-sécurité, tantôt on est parti en disant la culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel vous acceptez d'exposer vos travailleurs. Donc, la culture en santé-sécurité, ce n'est pas juste avoir des comportements sécuritaires. Des comportements sécuritaires, c'est large de même. Donc, on veut réduire le niveau de risque. Et après ça, ce n'est pas juste des comportements sécuritaires qu'on va avoir des gens, on veut que la culture en santé-sécurité, ça soit quand les gens ont les comportements désirés par l'organisation. Ça a-tu de l'allure, ça? La culture que je veux, c'est que les gens se comportent comme on veut, qui se cadenassent comme on a dit, qui portent les équipements comme on veut, qui opèrent les ponts roulants comme ils sont supposés, qui travaillent en hauteur avec un harnais attaché sur des ancrages qui résistent à telle affaire. Comportement désiré. Si la culture en santé et sécurité, c'est quand les gens ont les comportements désirés par l'organisation, malheureusement, les comportements désirés par l'organisation, ça n'arrive pas par hasard, ça n'arrive pas en s'observant, ça n'arrive pas en faisant. Les comportements désirés par l'organisation, c'est le résultat d'une chose, votre gestion. Et si on faisait une règle de 3 très, très simple, la culture en santé et sécurité, c'est quand les gens ont les comportements désirés par l'organisation. Les comportements désirés par l'organisation, c'est le résultat de votre gestion. Donc, la culture en santé et sécurité, c'est le résultat de votre gestion. Puis la santé et sécurité, c'est quoi?
de la gestion de risque. C'était ce que j'avais à vous jaser ce matin. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Pour ceux qui voulaient jaser après, je tiens à vous dire que je dois malheureusement quitter parce que j'ai une autre obligation à midi, mais je vous écoute. Si vous avez des questions, il y a des micros pour vous. Oui. Oui, tu m'enverras un petit mail. Oui, je n'ai pas ça par cœur, là, mais je serais capable de te le retrouver. Autre question? Oui? Tu peux peut-être aller au micro pour que les gens entendent ta question. Bonne question. Ben, en fait, je te dirais oui, mais ça peut être complémentaire à une stratégie de gestion de risque. Donc, ce que ça veut dire, on va y aller roughement. Tu as ton programme de cadenassage, il est implanté, il est audité, tu as fourni tes fiches, tes boîtes, tout le kit à tout le monde, tu les as formés, tu as évalué qu'ils avaient compris, puis parallèlement à ça, toi, tu tiens à faire une campagne, mettons, 2 fois par année sur le cadenassage, où est-ce que tu as des posters qui rappellent aux gens les grands bullet points de ta procédure de cadenassage. C'est pas perdu. Mais tu sais, moi, je dis toujours aux gens, fais attention à ce que tu fais parce que tu vas avoir le résultat de ta stratégie. Je vais souvent donner des conférences dans des semaines santé-sécurité dans des entreprises, puis je regarde le line-up de conférenciers, puis là, il y a des motivateurs, puis des nutritionnistes, puis tout le kit. C'est très, très louable. Mais sauf que si tu mets ton argent à sensibiliser le monde à manger du brocoli, puis des bananes, puis des affaires de même, mais que tu n'as pas mis en place ton programme WorkFlash, le résultat de ta stratégie, ça va être de tuer des travailleurs avec un poids santé. Et ce n'est pas ce qu'on veut avoir. Et tu sais, avoir un poids santé, ce n'est pas un objectif de réduire les accidents de travail, c'est un objectif de réduire l'absentéisme. Deux choses qui sont complètement différentes. Et le volet santé de la santé-sécurité, ce n'est pas le poids santé, le cardio, etc. C'est ce qu'on appelle les risques d'hygiène industrielle, bruit, poussière, solvant et autres. Donc, pour répondre à ta question, c'est oui, tu peux en faire pour venir soutenir ta stratégie, au même titre que faire, il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé aujourd'hui parce qu'on avait 1 heure et quart, mais sauf avoir des safety meetings, avoir des KPI, faire la promotion de ta santé-sécurité, ça a du sens à partir du moment que tu as une stratégie. Souvent, je vais dans des meetings santé-sécurité animés par des superviseurs, puis ils parlent de couper du bois avec une scie mécanique, l'alcool au volant, toutes sortes de patentes. C'est bien fin, mais ça t'aide dans quoi à gérer tes risques au travail? C'est quand tu es dans une usine qui fabrique du poulet, ben, tu n'as pas besoin de parler de scie mécanique dans tes meetings de sécurité. Par contre, si tu veux revenir sur tes enjeux ergonomiques, tes priorités d'usine, ouais, là, ça fait pas mal plus de sens. Ça répond à ta question? Good. Oui. Et ça, c'est une autre bonne question. Souvent, quand on parle de discipline, la question était par rapport aux crampons, c'est quoi le type de conséquences que les gens ont quand ils ne les ont pas? En revenant en arrière, je dirais, aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'importance d'auditer nos programmes et tout le kit parce que j'étais à la seconde. Mais l'idée, c'est qu'il faut s'assurer que c'est efficace ce qu'on fait. Fait à partir du moment qu'on met des programmes et des procédures en place, d'après vous autres, est-ce qu'il faut toutes les auditer? Ben oui, parce que sinon, comment on va faire pour savoir s'ils sont efficaces? Donc, une des choses que cette organisation-là faisait, à fréquence XY qui avait déterminé, ils mettaient des gestionnaires à l'entrée de l'usine, puis quand il y avait quelqu'un qui rentrait, pas de crampons, il y avait déjà tous des avis écrits, préparés qu'ils donnaient aux gens. Et ça n'a pas duré bien longtemps, soit dit en passant. À chaque année, ils en ont de moins en moins. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur culture organisationnelle. Et l'idée, comme organisation, comme leader, tout ce qu'on veut, c'est être cohérent. Et souvent, les gens pensent que la discipline, ça veut dire mettre tout le monde dehors ou les suspendre. Mais quand on regarde dans nos contrats de travail, c'est quoi qui est défini? Une gradation normale de sanctions. Gradation de sanctions, on s'est engagé à ça dans un contrat collectif avec les représentants de nos travailleurs, à dire quand il y a un manquement mineur, c'est un verbal. Donc, je ne le tolère pas. On ne peut pas tolérer. On n'a pas zéro place à la tolérance. Pourquoi? Bien, parce que s'il y a quelqu'un qui n'applique pas ses rôles et qui se blesse dans 2 minutes, on l'a laissé passer puis on l'a échappé. Fait que là, je te donne un avis verbal documenté à ton dossier. Puis après ça, un avis écrit documenté à ton dossier.
Là, tu as eu 2 avertissements qui ne t'ont pas coûté une scène, tu t'es pas en allé chez vous, rien. Le troisième, par exemple, on va dire, nous autres, comme organisation, on est responsable de te protéger à 100% immédiatement. Ça serait bien que tu ailles réfléchir chez vous puis tu nous dises qu'est-ce que tu vas faire de différemment quand tu vas revenir. Puis rendu au 5e coup, quand il a été passé une semaine chez eux, là, on va lui dire, écoute, tu ne veux pas travailler chez nous, c'est une condition d'emploi de porter tes lunettes de sécurité à temps plein. Il y a plein d'autres organisations, des musées, des librairies, etc., qui n'en ont pas besoin de lunettes. Au même titre qu'il n'y a pas un chercheur dans un laboratoire biochimique avec des virus hautement contagieux qui va négocier le fait de porter son habit encapsulé quand il rentre dans le... Moi, ça ne me tente pas aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, c'est obligatoire, c'est une condition d'emploi et c'est le dernier rempart, l'exécution des rôles, qui te garantit de protéger 100% des gens immédiatement. Donc, pour répondre à ta question, c'est ce qui est défini dans le contrat de travail, verbal, écrit, un jour, etc. Pourquoi qu'on définit des éléments à tolérance zéro? Bien, parce que sur le cadenassage, sur l'espace clos, sur le travail en hauteur, bypasser des systèmes de sécurité, la conséquence n'est pas la même qu'une poussière dans l'œil. Donc, on va dire, regarde, nous autres, on est responsables de ta vie, puis de tes 2 bras, puis de tes 2 jambes. Sur le cadenassage, ça va être une journée automatique parce que là, on ne peut pas prendre la chance que tu nous fasses ça une 2e fois parce que c'est obligatoire. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nos 3 devoirs, ils jouent dans un ordre précis. Je ne peux pas discipliner un travailleur qui n'a pas appliqué le cadenassage. C'est la dernière fois que je l'ai formé, c'est il y a 8 ans, que mes fiches sont périmées, que ma procédure est pleine de zones grises, puis qu'il manque des cadenas. Tu comprends? Donc, on identifie les risques, on met en place des mesures efficaces, et après, on assure leur exécution. Parce que ce qui est sûr, c'est que si je discipline quelqu'un et que je ne suis pas cohérent dans mes propres agissements comme gestionnaire, ça se peut que ça ne soit pas trop mobilisant, puis que le gars qui répondait au téléphone à samedi à 11h pour t'aider, il ne réponde plus. Puis on aurait pu parler de renforcement positif aussi pour faire passer la discipline, mais malheureusement, je pense qu'on est au bout de temps. Mhm. Ben, je te dirais, écoute, si tu as quelqu'un qui quitte son emploi parce que tu lui as donné un verbal documentaire son dossier, peut-être qu'il n'y avait pas un grand sentiment d'appartenance en partant, et déjà là, les gens ne se rendent à peu près pas là. Puis souvent, les gens pensent que la discipline puis la rigueur, c'est démobilisant. Mais si je te posais la question, mettons, si tu as 10 travailleurs dans une équipe, sur les 10, il y en a 9 qui circulent dans les corridors piétonniers, qui se cadenassent adéquatement, puis que l'été, ils portent leur casque, leurs lunettes, même s'il fait chaud, puis la sueur leur coule d'en face. Mais qu'il y en a un que lui, il ne porte pas son casque, ne porte pas ses lunettes, puis quand il est dans le corridor piétonnier, il coupe en plein milieu, puis il ne remplit pas les fiches, puis tout le monde le sait, puis que tu n'interviens pas dessus. Tu as démobilisé combien de personnes? Le reste de l'équipe, les 9 autres. Et pénurie de main-d'œuvre ou pas, on est responsable de protéger 100% des gens immédiatement. Après ça, c'est des décisions d'organisation qui vont venir. Hey, merci beaucoup tout le monde. C'est super le fun.